Merci Laure pour cette introduction et merci à vous d'être venus, de vous être connectés. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste si vous pouvez le signaler. Tout va bien? C'est bon? D'accord, parfait. Donc avant de commencer, je tiens à remercier Laure Sarda du laboratoire Lattice de m'avoir invité. Et également le programme Translitéré qui a rendu possible la réalisation de ce cycle de 4 conférences. Donc nous sommes aujourd'hui à la dernière conférence des 4. Et vous voyez que le sujet, et donc ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est donc les possibilités de l'analyse contrastive de la complexité syntaxique à l'aide de corpus parallèles annotés en Universal Dependencies. Et plus spécifiquement, je vais parler d'un seul corpus parallèle qui est nommé intercorp. Donc, on va se lancer dans le sujet tout de suite. Vous allez voir que c'est un peu dense. Donc, dans la première partie, je vais vous présenter un peu les ingrédients nécessaires pour créer un tel outil. Ensuite, le résultat, pour le moment provisoire, dans la version pilote, donc c'est la troisième partie. Et donc dans la dernière partie, quelques exemples d'applications de corpus parallèles donc annotés en Universal Dependencies et également en mesure de la complexité syntaxique. Mais ce sont juste des ébauches d'analyse parce que donc, le corpus a été lancé en version pilote seulement au mois de mars de 2024. Et ensuite, à la fin, la conclusion et surtout la discussion que je considère la partie la plus importante de chaque conférence. De manière un peu égoïste. D'accord, on y va. Tout d'abord, dans l'introduction, il faut d'abord définir la complexité syntaxique. On peut la définir en fait en termes généraux de la complexité de système. Avec Rescher, donc on peut dire que la complexité est définie comme the number and variety of elements and the elaborateness of their interrelational structure. Et si nous l'appliquons, nous voyons qu'il y a une grande proximité de cette définition générale avec la définition traditionnelle donnée déjà par Karen Beeman dans les années 80, qui dit que syntactic complexity in language is related to the number, type and depth of embedding in a text. Elle continue un peu, mais en le résumant, donc on peut conclure que donc, la complexité syntaxique de la phrase donc, peut être définie en termes du nombre et de la variabilité des propositions et des éléments qu'elle contient, mais également donc, en degré de leur relation hiérarchique. Donc ces deux éléments sont très importants, nous allons le voir dans un instant, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le nombre d'éléments dans la phrase, mais c'est également donc, le degré de leur organisation hiérarchique. Ce qu'il faut également rappeler, c'est que donc, l'analyse de la complexité linguistique et syntaxique donc, fait partie donc, de plusieurs domaines, donc, également diachronie, asynchronie des analyses monolingues déjà effectuées, par exemple sur les non-projective constructions en tchèque, mais également Biber et Ali pour l'anglais. Mais dans ma présentation, donc, je vais me concentrer surtout sur l'analyse contrastive, les implications pour l'analyse contrastive et également pour l'analyse traductologique, puisque, comme Laure l'a rappelé, ce sont donc mes domaines de recherche principaux. Et je vais également aborder juste en partie aussi le sujet de register variation, c'est-à-dire donc la variation de genre textuel, et juste un tout petit peu la typologie. Néanmoins, il faut rappeler aussi que la complexité syntaxique donc, trouve ses applications très pratiques également dans Readability Analysis et aussi, et là c'est vraiment un vaste domaine de recherche et d'application, donc Language Acquisition and Language Proficiency Assessment, c'est-à-dire l'évaluation du niveau de la maîtrise de la langue. Donc, et comme nous allons le voir, vraiment dans ce domaine, on a élaboré le plus grand nombre de mesures de la complexité syntaxique. Ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'il existe un grand nombre de termes apparentés, donc pas seulement syntactic complexity, mais également cognitive complexity, clause complexity, linguistic complexity, structural complexity, grammatical and syntactic weight, information density, information packaging, etc. Et il faut également décider à quel niveau donc, on va appliquer ces mesures, si c'est au niveau de la phrase, au niveau du texte, au niveau du genre textuel ou bien au niveau de langue. Il faut également délimiter donc, deux dernières choses, c'est-à-dire que je dois préciser que moi, dans ma recherche, donc, je me concentre sur quelque chose qui est appelé absolute complexity, donc la complexité absolue, appelée également objective, c'est-à-dire les propriétés formelles
par exemple des phrases, et donc je n'aborde pas la complexité relative, c'est-à-dire complexité subjective qui est orientée vers les locuteurs et évalue le degré de l'effort cognitif nécessaire pour le traitement de la phrase ou bien du texte. On va aborder ce sujet juste un tout petit peu avec une des mesures de la complexité syntaxique, Mean Dependency Distance, mais donc on va y arriver un peu plus tard. Et la deuxième chose qu'il faut également préciser, c'est que je me concentre en particulier sur la complexité de la phrase, en particulier des textes écrits, c'est-à-dire je laisse de côté donc les questions de grammatical linguistic complexité de la langue. Ça, c'est un autre domaine de recherche. D'accord, il est grand temps de donner au moins un exemple. Donc ici, vous voyez une phrase en français, donc tirée du roman La peste d'Albert Camus. Ces traductions en anglais et en tchèque. Et nous voyons que dans la phrase française, donc, il y a deux propositions à verbe fini coordonnées et ensuite trois clauses, bien propositions donc, à verbe non fini subordonnées enchâssées l'une dans l'autre. Dans la traduction anglaise, ça devient intéressant parce que donc, le traducteur a décidé de diviser la phrase en deux et donc de relier la première partie de la phrase avec la phrase précédente. Et ensuite, donc, il nous reste donc, trois verbales finis donc, marqués en vert avec une verbale non finie subordonnée donc, qui nous reste quand même. Et en tchèque, vous voyez, c'est tout vert. Donc il y a seulement les verbales finis, toutes coordonnées ou bien juxtaposées, c'est-à-dire donc là, vous voyez que dans ces phrases, la structure syntaxique a vraiment changé. Je ne dis pas que c'est toujours la même chose, d'accord, mais c'est juste un exemple qui vous montre qu'il y a donc des changements de la structure syntaxique. Naturellement, la question qui se pose, c'est de savoir d'abord quelles sont les causes, ou bien les déclencheurs de ces changements en structure syntaxique. Est-ce que ce sont des propriétés structurelles des langues? Est-ce que ce sont des différences en tradition stylistique? Ou bien est-ce que ce sont également des propriétés dues donc, à la langue de la traduction telle qu'elle, c'est-à-dire les so-called translation universal, c'est-à-dire les universaux de la traduction. Par exemple, la tendance à la simplification, à l'explicitation, etc. La deuxième question qu'on peut se poser en regardant ces exemples, c'est est-ce qu'il s'agit d'exceptions ou bien est-ce qu'il s'agit vraiment de tendances générales dans le cadre de ce texte donné, mais également du genre donné, dans ce cas la fiction, ou bien dans ces paires de langues. Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait repérer, et ça c'est le plus important, et ce sera surtout donc l'objectif de cette conférence, donc comment est-ce qu'on peut repérer de manière automatique dans les corpus ces occurrences, et comment on peut les quantifier. Donc ce sont un peu les questions qu'on va aborder. Néanmoins, avant de nous lancer dans ces questions-là, j'aimerais bien vous présenter des exemples de ma recherche précédente dans lesquels j'ai essayé donc, de toucher ces données, mais par des méthodes différentes, pas par des mesures de la complexité syntaxique, c'est-à-dire pour vous montrer un peu comment on est arrivé là, c'est-à-dire comment on est arrivé à cette idée d'avoir un corpus parallèle à noter en Universal Dependencies et avec les mesures de la complexité syntaxique. Je ne vais pas vous lasser avec tout, Laure a donné une liste de publications, donc je vous promets juste deux exemples. Le premier exemple, en fait, j'ai essayé de retrouver ce type de changement en analysant les verbales non finis. Parce que l'hypothèse était que, puisque le tchèque fait vraiment l'usage très restreint des verbales non finis, il y aura des changements de structure syntaxique causés justement par cela. Donc j'ai analysé les converbes, par exemple le gérondif en français, gerundio en espagnol, etc., et leurs équivalents en tchèque. Et il s'est avéré justement que dans à peu près 80% des cas, la verbale non finie en tchèque a été remplacée par une verbale finie. Et très souvent, on est arrivé surtout dans le cas de l'effet de sens de circonstances concomitantes, en tchèque, donc on est arrivé à une structure syntaxique coordonnée, c'est-à-dire dit-il en souriant, donne en tchèque řekl a usmál se, c'est-à-dire il a dit et il a souri. Donc vous voyez déjà, il y a un changement de la structure syntaxique causé justement par ce manque de verbales non finis en tchèque. D'autres chercheurs ont observé ces mêmes tendances, par exemple dans les traductions des converbes russes vers le norvégien, qui montrent des propriétés un peu similaires au tchèque, ou bien de l'allemand vers le norvégien.
Néanmoins, il était clair que ces résultats sont vraiment seulement partiels, c'est-à-dire qu'on touche seulement une toute petite partie de l'éléphant qu'on cherche à repérer. Donc j'ai essayé une autre chose. Je me suis concentrée donc au cas de sentence splitting et sentence joining, c'est-à-dire ce que le traducteur anglais donc, a fait ici, et donc pour observer justement les déclencheurs de ces changements en segmentation en phrases, et également leur fréquence dans les traductions. Il s'est avéré en fait que, et ça c'est important, c'est-à-dire que si vous avez un changement de la segmentation en phrase, donc vous avez sentence joining ou bien sentence splitting, ce sont vraiment des changements très importants de la structure syntaxique, mais également de la résolution de l'anaphore, donc structure informationnelle de la phrase. Néanmoins, il s'est avéré dans la recherche que ce n'est pas une stratégie dominante des traducteurs, c'est-à-dire que ça représente au plus, donc par exemple le sentence splitting dans les traductions, c'est au maximum 8% de tous les segments alignés, c'est-à-dire de toutes les phrases dans la concordance. Donc c'est encore une fois juste une partie de l'éléphant, d'accord, une toute petite partie de l'éléphant, importante, mais quand même. C'est-à-dire que la question qu'on se posait, ou bien que moi je me suis posée, ça veut dire que en fait les changements importants sont opérés à l'intérieur de la phrase. Donc ce n'est pas sentence splitting, sentence joining qui va nous renseigner donc les informations les plus importantes, mais c'est vraiment à l'intérieur de la phrase. Mais la question était comment toucher ces informations, donc comment repérer et quantifier donc, les changements à l'intérieur de la phrase. Et justement, on peut le faire à l'aide des mesures de la complexité syntaxique. Par exemple, pour ces trois phrases, donc on peut compter quelque chose qui est appelé, que vous connaissez peut-être, subordination ratio. C'est calculé comme le nombre de quelque chose qui est appelé T-unit. C'est donc la proposition principale avec toutes les propositions subordonnées incluses, plus proposition subordonnée, donc divisée par le nombre de T-units. Donc ici, pour la phrase française, donc on a donc 2 T-units. Donc c'est donc au premier niveau de dépendance. Ensuite, 3 propositions subordonnées, donc divisées par 2, c'est-à-dire le subordination ratio est donc 2,5. On peut également compter quelque chose qui s'appelle maximum tree depth en clausal, c'est-à-dire dans les propositions, dans les dépendances des propositions. Et ici, on arrive au nombre de 3, c'est-à-dire on a 3 niveaux d'enchâssement de la subordination. En anglais, on laisse de côté le fait que c'est sentence splitting, donc on se concentre seulement sur le reste de la phrase, et là, donc subordination ratio serait donc 1,3, et maximum tree depth juste 1, c'est-à-dire il y a juste un seul niveau de subordination. Et pour la phrase en tchèque, là vous voyez, ça s'aplatit, d'accord, c'est tout plat. Donc on a subordination ratio 1, c'est-à-dire 5 divisé par 5, et maximum tree depth 0, parce qu'il n'y a aucune subordination dans la phrase. C'est juste un exemple de mesure, donc comment on peut les quantifier. Mais naturellement, c'est juste un des ingrédients qu'il nous faut pour créer un outil grâce auquel on pourrait analyser la complexité syntaxique dans le corpus parallèle. Donc, j'avais un rêve, donc I had a dream. Donc, je voulais en fait avoir un outil, un large corpus multilingue, donc vraiment beaucoup de langues, et large, donc avec beaucoup de données, dans lequel il serait possible, donc, où pour chaque phrase, naturellement, on aurait la structure syntaxique, c'est-à-dire que ce serait par exemple la notation en Universal Dependencies, et pour chaque phrase, donc, on aurait plusieurs mesures de la complexité syntaxique, tant pour l'original que pour la traduction, pour qu'on puisse comparer, c'est-à-dire si, par exemple, il y a un changement, c'est-à-dire l'augmentation de subordination ratio, ou bien diminution de subordination ratio, ou bien si ça reste le même. Et on devrait avoir donc, cette information également pour le texte, donc non seulement au niveau de phrase, mais également pour le texte, pour le text type, donc le genre textuel, et également donc ensuite pour la langue. Donc ça, c'était le rêve. Donc je suis allée à l'Institut du Corpus National Tchèque, et j'ai dit, d'accord, j'ai un petit souhait. Je leur ai expliqué le projet, et ils ont dit oui, d'accord, on y va. Donc, on a bossé quand même. Mais pour créer un tel outil, il faut donc, comme je l'ai déjà dit, des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est comme pour faire une bonne tarte tatin, d'accord ? Donc, il faut au moins 3 ingrédients principaux. Premièrement, les mesures de la complexité syntaxique. Donc, il faut bien définir les mesures de la complexité syntaxique. Donc, ce sont les pommes. Ensuite, il nous faut des œufs, c'est-à-dire pour que ça tienne ensemble.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut de la notation syntaxique fiable pour l'analyse translinguistique, donc cross-linguistique. Donc, on a Universal Dependencies. Et finalement, il faut néanmoins farine, c'est-à-dire pour créer le corpus, donc on a besoin de données, donc il y aura le corpus parallèle multilingue intercorp. Et c'est ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire je vais vous présenter ces 3 ingrédients successivement et ensuite ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire le résultat, donc si on est arrivé au gâteau ou pas. D'accord. Néanmoins, il faut également les cuisiniers. Vous ne le voyez pas, c'est écrit là-haut. Il faut les cuisiniers. D'accord. C'est l'Institut du Corpus National Tchèque. Donc d'abord, 2 informaticiens, 2 directeurs successivement. D'accord. Ensuite, un expert en statistique et également en lexical diversity, parce que donc, à part donc, les mesures de la complexité syntaxique, donc, on a décidé également d'inclure 2 mesures de lexical diversity. Et Alexandre Rosen, chef de la section parallèle ici présent. Et bon, moi, j'ai fait également partie de l'équipe. D'accord, donc c'est tout. Et on part maintenant à la préparation du gâteau. Donc, d'abord, les pommes, donc mesure de la complexité syntaxique. Ah oui, d'accord, un avertissement. This is work in progress. D'accord, donc ce n'est pas encore terminé. On est à la version pilote du corpus. Je vais ensuite vous donner l'accès. Cette version pilote est limitée seulement au texte littéraire, c'est-à-dire à fiction, mais la version complète donc, devra être disponible très prochainement. Deuxième avertissement, les applications de la recherche, donc, puisque le corpus est très récent, donc les applications de la recherche sont vraiment des ébauches, d'accord, donc ce n'est pas terminé. Et c'est-à-dire que toutes les remarques, critiques, commentaires, etc. sont vraiment les bienvenues. Et maintenant, on y va. Donc, les mesures de la complexité syntaxique. Donc, on a déjà essayé de définir un peu la complexité syntaxique et ce que je rappelle encore, c'est-à-dire que la complexité syntaxique de la phrase n'est pas définie seulement par le nombre d'éléments inclus, mais également par le degré de leur organisation hiérarchique. Ça, c'est important. Et ce qu'il faut également rappeler, c'est que toute mesure de la complexité syntaxique est nécessairement une simplification de la complexité. C'est ce qui est rappelé par exemple par Biber, Larson, Hancock, c'est-à-dire qu'ils disent que vraiment la complexité syntaxique est un phénomène multidimensionnel. Brunato Venturi, c'est à peu près la même chose. Pourquoi ? Parce que donc, si vous avez une seule mesure de la complexité syntaxique, ça crée toujours un biais, donc c'est toujours faussé. Et donc en général, il faut combiner plusieurs mesures ensemble. Et également, ce que Biber a montré également, c'est la pertinence de la mesure peut varier vraiment en fonction du genre textuel concerné et également en fonction des propriétés structurelles de la langue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu. Donc ça, c'est l'avertissement au début. Il existe naturellement un grand nombre de mesures de la complexité syntaxique. Par exemple, Jagia, Ollinghaus et Kearns ont identifié à peu près, je crois que c'était 46 mesures de la complexité syntaxique différentes dans leur méta-analyse. Biber et Gray en ont encore davantage et ils mettent l'accent également sur noun phrase modification. Et dans d'autres études, donc vous pouvez voir, il y a également Sentence Complexity Ratio, Sentence Coordination Ratio, Complex Nominals per Clause, etc. Et donc dans l'application sur la traductologie. Dans Brunato et Venturi, ils mentionnent également Sentence Length, Average Length of Dependency Links, etc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais me concentrer seulement sur 2 de ces mesures. L'une qui est censée être simple et fiable et qui est très connue, c'est donc sentence length en nombre de mots. Et l'autre qui est moins connue, c'est average length of dependency length, ou bien mean dependency distance, c'est donc MDD qui est moins connu. Et on peut comparer. Et sur ces deux mesures, je vais essayer de vous montrer un peu la complexité de l'analyse de la complexité. Donc d'abord, sentence length. Donc c'est une mesure traditionnelle. Qui est préconisée par beaucoup de chercheurs, mais elle est fiable dans des recherches monolingues, surtout dans register variation, en traductologie également, mais il s'est avéré qu'elle n'est pas vraiment fiable dans les recherches translinguistiques parce qu'en fait, elle fait référence à des nombres de mots différents dans des langues différentes. Si vous avez par exemple une langue plutôt synthétique comme le tchèque, vous avez przyszedł do domu ici, donc vous avez 2 mots.
ça veut dire donc il est arrivé à la maison. Et en français, vous avez 6 mots, bien 7 tokens donc, pour la même phrase. Et c'est-à-dire si vous voulez comparer ces deux langues donc, à la base de sentence length, donc vous diriez nécessairement, d'accord, donc la phrase en français est plus longue que la phrase en tchèque, mais qu'est-ce que ça vous dit? D'accord, donc il faut réfléchir à l'application. Donc cette différence, en fait, c'est avéré également dans une analyse quantitative de la ponctuation que j'ai effectuée sur le corpus parallèle intercorp. Ici, par exemple, donc vous avez les textes originaux en tchèque et leur traduction en français. Donc c'est un corpus parfaitement parallèle. D'accord, ce sont les mêmes textes, donc traduction du tchèque vers le français. Et vous voyez que nécessairement, donc, en tchèque déjà, donc, le corpus est plus petit. D'accord, il y a une taille des corpus en tokens est plus restreint, puisque c'est une langue synthétique, et il y a donc davantage de tokens en français. Et ce qui est marqué en jaune, vous avez ensuite, pour tous les signes de ponctuation, vous avez donc la fréquence absolue et la fréquence relative. Et vous voyez ce qui est marqué en jaune, donc c'est la fréquence qui est plus élevée dans les deux. Et vous voyez que par exemple, ce qui est moins élevé, excusez-moi. Donc vous voyez que pour la fréquence absolue du point final, par exemple, donc elle est moins élevée en fréquence absolue en tchèque qu'en français, mais ce qui est affiché, c'est que c'est moins élevé en français. À cause de quoi? Nécessairement à cause de ces différences structurelles entre les langues. C'est-à-dire que vous avez davantage de mots en français, donc la fréquence relative, même si, par exemple, même s'il y avait le même nombre des points finaux, la fréquence serait différente. Donc, naturellement, il faut prendre en considération la conclusion qu'on peut faire, c'est-à-dire que sentence length donc, est une mesure répandue, traditionnelle, vraiment fréquemment utilisée, mais dans les applications, donc dans les recherches contrastives, il faut vraiment un peu faire attention. Il y a donc, on peut donc choisir d'autres mesures qui ne sont pas basées sur le nombre de mots, par exemple le subordination ratio ou bien maximum tree depth dont on a déjà parlé, mais on peut également parler de MDD, c'est-à-dire mean dependency distance, qui est défini comme average number of words occurring between the syntactic height and the dependent in a text. Donc vous avez ici une phrase, donc par exemple une des deux cordes du matelas était coupée, Donc vous voyez que comment on compte, on calcule MDD, donc on a la numérotation de tous les tokens dans la phrase, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et donc, on fait la comparaison avec le numéro de la tête, donc de head. Et vous voyez que par exemple, pour une, donc c'est numéro 1 qui dépend donc de head numéro 10, c'est-à-dire que la différence est 9. Ensuite, donc, on fait l'addition de toutes les différences et on les divise par le nombre de tokens et donc on arrive au résultat, c'est-à-dire mean dependency distance. Cette mesure est censée être donc robuste également pour les analyses translinguistiques, puisque donc, on dit, et ça c'est également donc dans d'autres recherches également sur le français, qui disait que c'est basé, donc, ça devrait refléter l'effort cognitif nécessaire pour le décodage de la phrase. Donc, c'était les deux mesures. Ça vous montre un peu l'échelle de la problématique donc, du choix des mesures de la complexité syntaxique. En fait, c'était face à quoi on était en choisissant, quand on a décidé de choisir des mesures de la complexité syntaxique pour le corpus. Donc, c'était un peu ce casse-tête-là. Je ne sais pas, je crois qu'il existe un conte de fées où la jeune fille doit venir au château en même temps habillée et en même temps nue, avec un cadeau, sans cadeau, etc. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire on doit vraiment faire un compromis entre beaucoup d'exigences. Donc premièrement, pour les mesures de la complexité syntaxique, il faut des mesures de la complexité syntaxique qui d'abord reflètent le nombre d'entités, mais également le degré d'organisation hiérarchique, et également qui seraient robustes donc pour des langues typologiquement différentes. Ensuite, il faut que l'ensemble couvre des aspects de la complexité syntaxique très variés et également dans des genres textuels variés, c'est-à-dire que ce soit fiable également de ce point de vue. Et il faut également que ces mesures soient comparables et puissent donc permettre la réplicabilité d'autres recherches qui ont déjà été effectuées. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment fabriquer de nouvelles mesures parce que comme ça les gens donc, ne pourraient pas les comparer avec des études déjà faites.
Et il était également nécessaire pour l'utilisateur du corpus que ces mesures soient plutôt transparentes pour qu'il puisse donc facilement rechercher donc, quelle est l'origine, donc quelle est la source, donc, par exemple, des différences. Donc c'était nécessairement un compromis. Et également, il y avait des critères techniques. Premièrement, et donc ça c'est tous les directeurs, tous les 2 directeurs du corpus national tchèque qui nous ont dit il faut un nombre limité, d'accord, c'est-à-dire que ce soit gérable dans l'interface du corpus. Et également, il fallait que ce soit accessible par le traitement automatique via Universal Dependencies ou bien via d'autres données, par exemple token ou bien word count. Donc c'était ça. On était devant ça. Donc on devait ensuite l'implémenter dans le corpus intercorps. Mais avant de passer donc, à cet ingrédient-là, c'est-à-dire le corpus, donc les données, il faut présenter donc, les œufs. C'est-à-dire donc Universal Dependency, c'est-à-dire la notation syntaxique qu'on a utilisée ensuite pour l'identification des mesures de la complexité syntaxique. Donc les principes de base, je vais passer assez rapidement parce que je crois que c'est assez connu. Donc Universal Dependencies, comme vous le savez peut-être, c'est un large projet collaboratif donc, dont l'objectif est de créer un schéma d'annotation commun qui pourrait être utilisé pour un grand nombre de langues différentes. Il a été lancé en 2014 et dans la version la plus récente, donc il contient 259 tribanks qui représentent 148 langues différentes dans 31 familles linguistiques. Ça, c'est une carte qui date déjà de 2020, donc ça a changé. Donc le biais vers les langues indo-européennes change un peu en faveur des langues non indo-européennes. Donc ça a changé. Et vous avez ici donc la liste également des tree banks. Et ça a un peu changé. C'est juste pour vous montrer que le nombre de tree banks est différent. Mais il y a également, par exemple, pour Tagalog, c'est un tree bank de 55 phrases, mais c'est déjà au moins quelque chose. D'accord, c'est juste qu'il y a des différences. Plus de 500 collaborateurs donc, dans le monde entier et parmi les plus importants, Daniel Zeman, donc on va vanter un peu la section tchèque, donc c'est de Prague, de Ufal. Très bien, donc ça c'était pour l'introduction. Les origines du projet ont été récemment présentées par exemple par Sylvain Kahn au séminaire RTIM et également par Joachim Livret, donc la conférence en anglais sera disponible sur ce site-là. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais juste préciser ou bien rappeler que en fait, le principe de UD, c'est-à-dire que les mots grammaticaux dépendent des mots lexicaux, est repris de Stanford Dependencies et que la base de UPOS, c'est-à-dire Universal Part of Speech, a été reprise de Google Universal Text Set. D'accord, quels sont les principes? D'accord, encore une fois, les principes. Premièrement, encore une fois, Universal Dependencies, c'est toujours un compromis. D'accord, il y a beaucoup d'exigences. Et c'est quelque chose qui est appelé Manning's Law, mais apparemment c'était plutôt une blague interne donc, parmi les créateurs de UD, c'est-à-dire Manning's Law. C'est en fait, il y a plusieurs principes qui vont en fait l'un contre l'autre et il faut trouver un compromis. Donc UD needs to be satisfactory for linguistic analysis of individual languages, mais en même temps, it needs to be good for linguistic typology. It must be suitable for rapid, consistent annotation, but easily comprehended and used by a non-linguist également. Et it must be suitable for computer parsing with high accuracy and provide good support for NLP tasks. Il est très facile, donc ce que Manning's Law dit, c'est qu'il est très facile d'améliorer le système dans un de ces principes, mais tout en gardant, mais pour garder l'équilibre, là c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Donc c'est le compromis. C'est-à-dire que vous pouvez facilement donc, proposer l'amélioration, mais là, il faut penser au coût qui est donc ailleurs. D'accord, les principes. Donc, je vais rappeler juste 3 principes donc, de la notation en UD qui sont également pertinents pour ensuite donc, le calcul des mesures de la complexité syntaxique. Premièrement, il y a 3 niveaux d'annotation. Le premier, c'est donc UPOS, c'est Universal Part of Speech, donc il y en a 17. Ensuite, il y a 24 catégories morphologiques, FEATS, je suis désolée, vous ne le voyez pas, mais donc c'est FEATS, ça s'appelle FEATS, et donc ce sont les catégories morphologiques qui sont spécifiables pour les différentes langues. Vous voyez ici, il y a même Bantu, Noun Class, Gerundive, donc il y a vraiment beaucoup de spécifications possibles, donc ça c'est Language Particular. Et ce qui va nous intéresser le plus, vous ne le voyez pas non plus, mais c'est DePrel, donc il y a 37 donc Dependency Relations,
différentes, donc divisées en plusieurs catégories. Par exemple, ACL, c'est Adnominal Clause. Adverbial clause, c'est donc Adverbial Clause, mais attention, les créateurs de UD ont de manière intentionnelle décidé de ne pas distinguer finite et non-finite clauses, parce que, comme vous le savez, donc pour certaines langues, ça n'a vraiment pas de pertinence. Donc, quand vous avez adverbial, donc adverbial clause, ça couvre quand même, par exemple en français, en même temps quand il partait et en partant, le gérondif également. Et il y a également une liste de DePrel spécifiques et nous allons mentionner seulement deux. Root, c'est-à-dire c'est le noyau de la phrase, et conjugé, et ce DePrel est vraiment très important également pour le calcul des mesures de la complexité syntaxique, et c'est conjunct, c'est-à-dire c'est deuxième et chaque suivant élément d'une structure coordonnée. Ça, c'est pas les part of speech, ça c'est quoi? Part of speech, direct speech. Parataxis? Non, le tableau en entier. Les dépendances. Ce sont les DePrel, d'accord? Donc ça fait partie des DePrel, et ça, ce sont les DePrel de base, et on a en fait des DePrel spécifiques. Je ne l'ai pas mis sur la même page parce que ce serait trop grand, mais ce sont également les DePrel. OK? On peut y... Ouais, donc dependency relation. On va y revenir après encore. Très bien, donc les principes. Encore une fois, vous ne le voyez pas, mais donc le premier principe, donc 3 niveaux d'annotation. Le deuxième principe, il y a donc la priorité qui est donnée aux mots lexicaux. Donc si vous avez par exemple c'était un homme, vous voyez que la copule dépend donc du nom. C'est donné encore une fois par des raisons typologiques, parce que vous savez que donc, certaines langues n'expriment pas de manière explicite donc, par des mots grammaticaux ces informations. Mais ce Surface Syntactic UD a proposé une autre approche, c'est-à-dire la copule comme la tête. Oui, je sais. Et le troisième principe, c'est le traitement de la coordination. C'est en fait les coordinations sont présentées en bouquet, d'accord? Pas en chaîne, comme le propose par exemple Sylvain Kahn, mais vraiment en bouquet. Si vous avez par exemple ici, je les étranglerai avec jubilation, joie, enthousiasme et satisfaction. Donc vous voyez qu'on a donc seulement le premier élément est marqué par son vrai DePrel, d'accord, et les autres conjuncts, d'accord, sont en bouquet, donc reliés avec le premier. Et ça, c'est important également pour l'analyse de la complexité syntaxique, parce que comme ça, donc conjugé, donc ce DePrel, pourrait vous créer de faux niveaux de dépendance. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut, dans le calcul des mesures de la complexité syntaxique, il faut vraiment prendre ça en considération. Mais donc, les créateurs de Intercorp ont trouvé une astuce donc, pour régler ça, non seulement pour le calcul de la complexité syntaxique, mais également pour la recherche sur corpus, tout bêtement. C'est-à-dire qu'ils ont introduit un nouvel attribut qui s'appelle EDePrel, c'est Effective Deprel. Et vous voyez ici, par exemple, donc, on peut avoir donc, deux propositions relatives. Et ici, la deuxième proposition relative est marquée par conjugé, donc elle sera perdue, mais elle a également l'attribut, donc dans Effective Deprel, elle a l'attribut donc de sa vraie fonction syntaxique. C'est-à-dire que si vous mettez ici EDePrel, donc si vous cherchez EDePrel, donc c'est-à-dire que vous cherchez donc, non seulement les éléments qui sont marqués par ce DePrel, mais également ceux qui en dépendent. Vous avez l'exemple avec les propositions relatives ici. Donc, si vous tapez DePrel, ACL, RACL, c'est donc les propositions relatives, donc Adnominal Clause, Relative Clause, mais par cette requête, il vous manquerait en français, par exemple, à peu près 20% des occurrences des propositions relatives qui seraient cachées par conjugé. C'est-à-dire, pour y remettre conjugé, donc il faut mettre EDePrel, c'est-à-dire Effective Deprel, it's ACL, RACL, c'est-à-dire donc on a les deux. Donc, naturellement, il faut prendre ça également dans le calcul des mesures de la complexité syntaxique. D'accord, c'était le deuxième ingrédient. On en vient au troisième et dernier. Donc, c'était le corpus parallèle intercorp. Ce sera un plus court, d'accord, je vous promets. Donc, c'est la farine. Le corpus parallèle intercorp, donc le projet a été lancé déjà en 2005. Et la version 1 a été disponible en 2008 et maintenant on est à la version 16, donc lancée en novembre 2013. Et actuellement, donc, on a deux versions qui sont annotées en Universal Dependencies. La version 13 UD, donc c'est
tout le corpus donc annoté en Universal Dependencies est en préparation version 16 UD qui est élargie et en même temps dans laquelle sont incluses les mesures de la complexité syntaxique. Donc ce n'est pas dans 13 UD, c'est en 16 UD. Pour l'accès au corpus, donc il est gratuit et en ligne. Pour les versions standards, donc toutes les versions précédentes, il vous suffit votre login institutionnel ou bien vous pouvez vous inscrire, c'est-à-dire jusqu'à la version 16, mais également pour la version 13 UD. Mais pour la version 16 UD, qui est actuellement seulement dans la version pilote, il vous faut ce login provisoire. Donc login test UD, mot de passe test UD 16 UD. D'accord? Donc c'est la même chose, donc le mot de passe est le même et donc le login est le même. Et comme j'ai déjà dit, donc cette version, donc même si elle est annotée en UD, il y a donc les mesures de la complexité syntaxique, donc c'est seulement limité à fiction pour le moment. D'accord? C'est un peu les désavantages, mais dans les semaines à venir, donc ça devrait changer. D'accord. La taille et donc la composition du corpus intercorp, ça c'est en fait le schéma qui a été proposé par Natalia Levchina en 2021, où elle montre un peu la classification des corpus et elle dit que donc, soit vous avez donc, qui sont un peu en relation proportionnelle inverse, c'est-à-dire que soit vous avez un texte avec un corpus avec beaucoup de types textuels différents, mais en général ce sont des corpus monolingues, comme par exemple BNC, soit vous avez donc un grand nombre de langues, mais moins de textes et moins de types textuels, par exemple Parallel Bible Corpus, Le Petit Prince, etc. Intercorp n'est pas l'idéal, mais il s'approche de cela, c'est-à-dire qu'il garde en même temps la variété des types textuels et en même temps donc, la grande taille donc la linguistic diversity. Comment ça se traduit concrètement? Donc, dans la version 16, nous avons actuellement 62 langues, au total 5,3 milliards de mots, et même pour le chinois qui est ici en bas, donc ça représente 72 millions de mots. Et ce qui est surtout, je vais vous montrer ensuite la liste des langues. Et ce qui est surtout important, c'est que vous avez une grande variété de types textuels. Par exemple, donc vous avez Bible, Subtitles, Europarl, Acquis, communautaire, Press Europe Syndicate, ce sont donc des textes journalistiques, et également Core, donc c'est le noyau du corpus qui inclut en particulier donc fiction et en partie également non-fiction. Ici, vous avez donc la liste des phrases, donc des langues, donc dans une version un peu plus lisible, si vous voulez regarder. Et ce qu'il faut également mentionner, c'est que naturellement, donc, tous les textes ne sont pas inclus dans toutes les 62 langues. Donc ça, c'est important à retenir également, d'accord? Donc c'est-à-dire que les intersections peuvent être limitées. D'accord. Donc ça, c'était pour les ingrédients. Et on passe à la tarte maintenant, donc le résultat. Et ce que je vais vous montrer, donc c'est la version pilote donc, du corpus intercorp 16 UD, donc annoté en Universal Dependencies et en même temps donc, doté de l'information sur les mesures de la complexité syntaxique. D'abord, je vais présenter l'implémentation, donc la méthode de l'implémentation des mesures dans le corpus, également la liste finale des mesures que nous avons choisies. Et également, je vais vous montrer des exemples concrets sur le corpus. Donc, si vous voulez, vous pouvez donc, dès maintenant vous connecter sur le corpus et ensuite vous pouvez donc, tester déjà les requêtes que je vais vous montrer. D'accord. Donc, implémentation. Ah oui, d'accord. Un autre avertissement. Nous ne sommes naturellement pas les premiers à faire la tarte tatin. D'accord? C'est-à-dire nous ne sommes pas les premiers à combiner les ingrédients, par exemple UD avec Syntactic Complexity Measures, etc. Par exemple, Levchina a déjà travaillé donc, sur les corpus annotés donc, en UD, des corpus parallèles, mais donc, elle ne s'est pas vraiment concentrée sur les mesures de la complexité syntaxique et ce n'est pas un outil disponible. Mais l'outil qui est le plus proche de ce que nous avons fait, et ça peut être intéressant également pour vous si vous voulez l'essayer, c'est le Linguistic Profiling Tool, Brunato et Ali. C'est un outil qui est en ligne, basé sur UD et donc également sur UDPipe. Donc toutes les langues incluses dans UD donc, sont disponibles, y compris Old French, etc. Et vous pouvez y mettre votre texte ou bien un paquet de textes et c'est traité donc, par UDPipe et ensuite ça vous donne une liste d'à peu près 130 mesures différentes calculées à partir de la notation syntaxique. Donc vous y avez par exemple number of prepositional chains,
avec la distribution, c'est-à-dire la proportion des enchâssements des différents prepositional chains. Vous avez la proportion des sujets antéposés et des sujets postposés. Vous avez également, ici, c'est un exemple, donc j'ai mis L'étranger de Albert Camus, mais séparément la première partie et la deuxième partie, et également la traduction, donc le texte français original et la traduction en tchèque et en anglais. Et j'ai comparé ensuite donc, les mesures de la complexité syntaxique. Ce que ça vous donne également, c'est donc la proportion des T-units, ce sont Principal Proposition Distance, de distribution, c'est-à-dire donc les propositions principales, et les propositions subordonnées. C'est quelque chose qui s'approche de notre subordination ratio. Et par exemple, average subordination chain length, ça s'approche donc de la mesure dont nous avons parlé, c'est-à-dire maximum tree depth donc en causal relations. Il y a néanmoins deux problèmes de cet outil. Le premier est qu'ils n'ont pas réglé le problème de cognate, c'est-à-dire de conjunct. Donc, ils ne le prennent pas en considération. Et ça veut dire que, par exemple, pour l'anglais, et je crois que pour le français également, ils sous-estiment le nombre de roots et ils surestiment un peu le nombre de propositions subordonnées. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Et naturellement, il n'y a pas de corpus. Donc, vous devez mettre votre propre texte et ensuite vous obtenez ces résultats. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, comment nous avons fait avec nos 3 ingrédients dans le corpus Intercorp. Donc, finalement, nous avons choisi 6 mesures de la complexité syntaxique et donc j'ai déjà mentionné donc, 2 mesures de lexical diversity. Je ne vais pas m'attarder sur ça puisque donc, le sujet c'est vraiment complexité syntaxique. Mais juste un petit mot sur lexical diversity, c'est compté pour les textes et c'est basé en fait sur moving window, ce serait fenêtre mouvante, quelque chose comme ça, de 1000 mots dans le texte et c'est compté donc soit pour des lemmes, donc la variation en lemme ou bien variation donc en type ou bien en token. Et c'est donc une propriété, un attribut du texte. Mais si nous restons seulement avec SCM, c'est-à-dire Syntactic Complexity Measures, donc on a 6 mesures de la complexité syntaxique, dont 2 pour NP, c'est-à-dire vous vous souvenez qu'il faut prendre en considération donc, non seulement le clausal level, mais également donc, phrasal level, et donc 4 mesures donc, pour la phrase, y compris donc, MDD. Ces mesures comment c'est implémenté dans le corpus? Donc c'est implémenté donc, entre 4 attributs d'une part du texte, d'accord? Donc pour chaque texte, donc vous avez les mesures de la complexité syntaxique, et également pour chaque phrase. Donc c'est implémenté dans le corpus. Par exemple, ne songez pas à ce qui pourrit. Donc vous avez pour chaque phrase, donc vous avez ces mesures de la complexité syntaxique incluses dans le corpus, et vous pouvez effectuer des recherches à partir de cela. Donc tout d'abord, une très brève définition donc, de ces mesures, présentation. Vous aurez tout cela ensuite dans la documentation portant sur le corpus, présentant le corpus en anglais, d'accord? Donc pas seulement en tchèque, donc en anglais. Donc je vais passer assez rapidement. Donc premièrement, pour NP measures, donc de mesures de la complexité syntaxique, donc on a maximum NP length, c'est-à-dire c'est le nombre de mots dans syntagme nominal le plus long dans la phrase. On a maximum NP depth, donc vous vous souvenez qu'il faut non seulement le nombre d'éléments dans un système, mais également le degré de leur hiérarchisation. Donc c'est maximum NP depth, c'est-à-dire le nombre maximal d'enchâssements dans NP. Donc ici, ce serait 2, d'accord? Donc maximum NP depth. Et donc maximum NP length serait donc 4, donc dans cette phrase simple en français. En ce qui concerne donc, sentence level, donc d'accord, on a quand même gardé sentence length puisque c'est traditionnel. C'est le nombre de mots dans la phrase, d'accord? Pas de token, mais de mots, c'est-à-dire que la ponctuation est excluse. Et ensuite, on a maximum tree depth, c'est-à-dire c'est le nombre maximal d'enchâssements de propositions, c'est vraiment de propositions subordonnées, finies ou non finies, les deux. Donc vous vous souvenez de la règle. Et attention, donc cogneux n'est pas considéré comme niveau d'enchâssement. Donc on a réglé le problème de coordination.
Et le troisième niveau de mesure, c'est donc subordination ratio, que nous avons déjà vu, c'est-à-dire ça prend, donc c'est le ratio de T-units et subordinate clauses. Ici, vous avez un exemple, encore une fois, de phrase en français, donc nombre de T-units 2, nombre de subordinate clauses 2, donc vous avez subordinate ratio, sentence length 17, maximum T-lips 2. OK? Ça, c'est clair. Mean dependency distance, on l'a déjà présenté. Ici, vous avez un exemple de phrase en tchèque, parce que mean dependency distance est également intéressant pour les non-projective constructions, c'est donc pour les constructions non projectives. Et en tchèque, on en a beaucoup quand même. Donc, pilotní verzi se podařilo zprovoznit teprve minulý čtvrtek, c'est-à-dire la version pilote, nous avons réussi à mettre en œuvre seulement jeudi dernier. D'accord, donc on a donc l'objet au début de la phrase. D'accord, donc c'est la présentation des mesures, mais maintenant on va essayer donc de les appliquer dans des requêtes. En fait, des requêtes donc incluant vous pouvez le faire de deux manières différentes. Ici, vous aurez un exemple, juste, je sais qu'il se fait tard, mais si vous regardez cet exemple-là, vous pouvez réfléchir qu'est-ce que cette requête trouvera. D'accord ? Donc, vous savez que S, c'est sentence, d'accord ? Et vous voyez que donc ça nous dit que maximum T-lips, c'est 0, et sentence length est égal ou bien est inférieur à 10. C'est-à-dire que ce seront des phrases très simples. D'accord ? Donc, pas de subordination, clause de subordination, etc. Donc, c'est très simple. Et ce que vous pouvez faire, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez combiner ça avec une requête normale. C'est-à-dire que vous pouvez dire, dans ce type de phrase, cherche, par exemple, des sujets coordonnés. Par exemple, de type Pierre et Marie sont partis. Okay ? Donc, vous pouvez faire, par exemple, Deprel Connieu. D'accord ? Vous cherchez un élément coordonné dont P Deprel, c'est-à-dire il dépend donc de N sub I, c'est-à-dire c'est nominal subject. Donc, je cherche les sujets coordonnés within, donc dans le cadre d'une phrase très simple. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais c'est juste un exemple. D'accord. Mais par exemple, pour un prof, ou bien prof de français, donc FLE, ça peut être utile donc vraiment d'avoir des questions spécifiques. C'est juste un exemple qu'on peut montrer, c'est-à-dire que vous pouvez combiner la requête normale avec la spécification des phrases, donc des propriétés de la phrase dans laquelle c'est inclus. Un autre exemple, c'est une recherche contrastive. Par exemple, encore une fois, des propositions relatives. Okay ? En contraste, French, English, c'est-à-dire donc on a le corpus donc, français aligné avec le corpus anglais. Et on peut chercher, donc ça vous connaissez déjà, connu, encore une fois. Donc on cherche des propositions relatives coordonnées dans le cadre d'une phrase, d'accord, où le maximum T-lips est au moins 3. D'accord ? Ce serait le contraire, c'est-à-dire que ce serait plutôt des phrases complexes. Et ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous pouvez spécifier la requête également pour le corpus aligné, c'est-à-dire pour l'anglais. C'est-à-dire que vous pouvez dire « je veux que le segment, donc la phrase alignée, soit également complexe », c'est-à-dire que vous pouvez également donc, spécifier qu'elle incluse également, donc, par exemple, des propositions relatives alignées, coordonnées. D'accord ? Donc vous pouvez spécifier des deux côtés. Okay. Et donc ici, c'est comment vous faites donc, la spécification pour l'anglais. Attention, il y a une faute ici. Il faut cliquer, ça c'est important parce que sinon je me fâche toujours aussi si j'oublie parce que ça ne marche pas. Il faut cliquer sur Advanced Query si vous utilisez CQL. Okay. Donc là, désolé, ne faites pas ça parce que c'est vraiment... Si on ne clique pas, ça reste noir. Oui, ça reste noir, donc ça ne marche pas, d'accord. Donc, on se dit, j'ai fait une faute, non, c'est ça, ok ? Donc faites attention à ça. D'accord, donc vous voyez que, vous voyez ici, vous marquez Translation Contain Matching Result. C'est-à-dire, donc je veux que la traduction, donc le texte aligné, donc, contienne cette requête-là. Le dernier exemple, ici, vous avez par contre Nominal Subject au passif, d'accord ? Mais qui est, encore une fois, dans une phrase plutôt complexe parce que vous avez maximum NP depth et donc supérieur à 10. C'est-à-dire vous cherchez des phrases et ce serait donc par exemple des sujets donc, au passif, donc avec un sujet très volumineux, d'accord,
Et vous pouvez ensuite observer ce qui se passe avec ça dans la traduction. Et vous pouvez cliquer sur ce permanent link et vous pouvez accéder aux résultats. D'accord, donc ici c'était le type de requête où vous mettez l'information sur Syntactic Complexity Measures directement dans la requête. D'accord? Mais vous avez une autre possibilité, et c'est la deuxième approche, c'est-à-dire que vous pouvez donc taper la requête normale et ensuite vous pouvez visualiser les informations sur les Syntactic Complexity Measures dans la concordance. Par exemple, vous pouvez chercher des participes grâce à, vous vous souvenez, UPOS, d'accord, et FEATS. OK, ça vous le connaissez déjà. Et ensuite, vous cliquez sur View, Corpus Specific Settings, References, donc sur Metadata, et vous choisissez quelle mesure de la complexité syntaxique vous voulez visualiser. N'oubliez pas de cliquer en bas sur Apply View Options, otherwise it doesn't work. Okay? Donc c'est encore une fois, ne pas oublier. Et donc ici, vous avez donc l'exemple de ce que vous pouvez choisir. Donc vous pouvez visualiser les informations sur Syntactic Complexity Measures. Donc ça, je l'ai simplifié, je l'ai agrandi. En fait, ce qui apparaît, c'est-à-dire que vous avez par exemple la phrase en tchèque, donc dans la langue source, et vous avez donc l'arbre syntaxique, donc ce text ID, et ensuite vous avez les informations sur les différentes Syntactic Complexity Measures que vous avez choisies. Subordination Ratio, 2,5, Sentence Length, 18, Maximum Tree Depth, 2. Et vous pouvez le comparer avec la phrase de traduction. Donc en français, donc vous voyez subordination ratio 3,5, longueur de phrase 38 et maximum tree depth, encore une fois 2. Et vous pouvez comparer les deux. Et ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous pouvez télécharger ces occurrences dans Excel et vous pouvez dans d'autres, ensuite vous pouvez le traiter de manière différente. Et vous pouvez donc voir là où... Attention, ce n'est pas possible de le faire directement dans l'interface du corpus, c'est-à-dire le trier en fonction de la mesure de la complexité syntaxique, mais si vous téléchargez les occurrences, vous pouvez le faire vous-même, c'est-à-dire regarder là où il y a les changements. Et c'est exactement ce que je voulais. Ça, c'était ce que je voulais faire. Donc le gâteau est prêt. Pas tout à fait, mais presque oui, d'accord? Donc ce sera dans la semaine à venir. D'accord. Donc, exemple d'application. Juste très brièvement, parce que, comme je l'ai déjà dit, donc le corpus a été lancé donc, il n'y a pas longtemps. Donc, ce sont vraiment juste des ébauches d'analyse. Et je vais procéder d'abord des exemples de l'analyse au niveau de la phrase, analyse contrastive bien traductologique, au niveau du texte, au niveau du genre textuel, au niveau de la langue. Ce ne sera pas long, d'accord? C'est juste vraiment des ébauches. Donc d'abord, pour le niveau de la phrase, en fait, je n'ai pas encore eu le temps de creuser de manière détaillée dans les données, mais j'ai eu des surprises et j'ai eu des confirmations de ce que j'avais observé avant. Ici, par exemple, donc, nous avons, donc, ce que j'ai analysé, c'était des changements de la complexité syntaxique dans les traductions entre le français, le tchèque et l'anglais. Et les déclencheurs que j'ai observés, le premier type, c'était naturellement les différences structurelles entre les langues que j'ai déjà mentionnées, c'est-à-dire que par exemple en français et en anglais, il y a davantage de formes non finies qu'en tchèque. Et ce n'était pas seulement les converbes ou bien les participes, mais également, par exemple, naturellement, des constructions infinitives aussi. C'est ce que nous avons ici. Donc, Elinor ne peut s'empêcher de lui signaler qu'elle exagère. Donc, vous voyez qu'il y a une subordination, donc XComp en français. Donc, subordination ratio est 3 et maximum tree depth est 2. Par contre, en tchèque, nous avons donc l'infinitif devient encore une fois une forme finie, qui est coordonné avec le verbe précédent. C'est-à-dire donc on a un changement de la structure syntaxique et la traduction serait quelque chose comme Elinor cannot refrain and points out that she exaggerates. D'accord? On a encore une fois la coordination. Donc subordination ratio est 1,5. Vous voyez, c'est la moitié de ce qui est en français. Un maximum tree depth, c'est juste 1. Et dans ce cas-là, l'anglais est similaire au français. D'accord? Donc, on trouve davantage de propositions, des formes non finies, également en anglais qu'en tchèque. Il y a naturellement d'autres
différences qui sont liées par exemple aux préférences stylistiques. Par exemple, je crois que vous connaissez ça, c'est déjà chez Wien et Derbelné, ce sont des procédés de traduction qui s'appellent étoffement ou bien dépouillement. C'est-à-dire que vous voyez qu'en français, on a les disparités opposant les classes populaires et les classes moyennes. Donc on a un participe, mais en tchèque et en même temps en anglais, d'accord, il y a le dépouillement, donc il n'y a pas le participe, mais il y a juste une préposition, il y a adposition. Donc vous avez rozdílu mezi, ou bien disparity between the lower and middle classes. Et vous voyez que ça cause également donc, des changements dans les syntactic complexity measures parce que donc, opposant est annoté comme ACL, add nominal clause, tandis que between c'est juste adposition, donc ça fait partie donc, de nominal phrase. Dans le cadre de ces préférences stylistiques, j'ai observé également certaines différences que je n'ai pas encore analysées en détail. Mais c'est lié par exemple à l'usage, à l'emploi de la ponctuation, parce qu'en tchèque, on a vraiment un emploi beaucoup moins varié de ponctuation qu'en français. On utilise beaucoup moins par exemple le point-virgule, c'est à peu près 5 fois moins qu'en français, et également moins de 2 points. Donc les 2 points sont vraiment restreints seulement aux énumérations. D'accord ? J'ai acheté ça, 2 points et donc l'énumération. C'est-à-dire qu'en français, surtout dans le non-fiction, c'est-à-dire des textes scientifiques et des textes de vulgarisation scientifique, là on a le 2 points qui introduit par exemple une justification, etc. Donc en tchèque, on passe plutôt à l'inclusion, donc l'intégration par une proposition subordonnée. D'accord ? C'est-à-dire il y a donc vraiment par exemple parce que, ou bien comme, etc. Et c'est ce changement-là. C'est-à-dire ça va contre donc la tendance générale que nous avons observée, c'est-à-dire donc moins de subordination, etc. en tchèque. Donc ici, on a par contre l'explicitation donc des relations syntaxiques et donc davantage de subordination ratio. Mais ça, je n'ai pas encore terminé et j'ai hâte de fouiller là-dessus. D'accord, donc c'était les préférences stylistiques. Néanmoins, certains changements de mesure de la complexité syntaxique ont naturellement été causés également par quelque chose que j'ai déjà mentionné. C'était donc translation universal, c'est-à-dire les tendances universelles de la traduction, par exemple vers normalisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que la normalisation ? C'est-à-dire que les traducteurs en général ont la tendance à utiliser des structures syntaxiques ou bien des éléments lexicaux qui sont centraux, qui sont conformes à la norme. C'est-à-dire par quelque chose, ne pas utiliser par exemple des vulgarismes trop forts ou bien des mots qui sont très rares, etc. Donc, c'est-à-dire en général dans les traductions, donc, il y a cette tendance à normalisation. Et par exemple en syntaxe, ça se traduit d'une part par sentence splitting des phrases très longues. D'accord ? Donc si vous avez une phrase dans l'original qui est très longue, intentionnellement, les traducteurs en général ont tendance à les couper Pagnol disait en tranches digestibles. D'accord ? Donc c'est vraiment de le couper, mais donc de le rapprocher donc, à la norme. Et il y a également l'autre procédé, c'est-à-dire ce sentence joining, c'est-à-dire si vous avez des phrases très courtes, donc les traducteurs ont la tendance à les relier dans une phrase, encore une fois, plus normale. Et ici, nous avons donc l'exemple, là, c'était vraiment la stratégie des 2 traducteurs, donc le tchèque, donc le traducteur tchèque et le traducteur français. Donc, si vous vous souvenez que dans L'étranger de Albert Camus, donc on a, surtout dans la première partie, des phrases intentionnellement très courtes qui coupent la réalité donc, en tranches. Et donc, vous voyez ce que font les 2 traducteurs. Donc, j'ai bu, j'ai eu alors envie de fumer. Et donc, le traducteur tchèque, Vypil jsem ji a dostal jsem chuť si zakouřit, c'est-à-dire I drank and I wanted to smoke. Donc, il a relié donc, en 2 propositions coordonnées. Et ce que fait le traducteur anglais, la même chose. D'accord ? Donc ça, c'est la tendance à la normalisation. Et ça, c'est également quelque chose qui est intéressant dans quelque chose qu'on peut appeler triangulation en linguistique. C'est-à-dire que si on compare juste 2 langues, d'accord, le français et le tchèque-français, donc on n'arrive pas à des résultats aussi intéressants que si on compare 3 langues ou bien davantage, parce que si on observe en fait la même tendance dans la traduction vers des langues qui sont typologiquement ou structurellement différentes, là, ça devient également intéressant. Donc, c'était le type 2, donc des changements donc de syntactic complexity. Et il y a également le 3e type, et c'est en fait, là, ça devient intéressant également pour les créateurs de UD, parce qu'il y a aussi des différences d'annotation.
si vous prenez cette phrase, donc c'est juste une partie de phrase en syntagme nominal en français, des formes dérivées des idées suprêmes du bien. Et vous voyez que dérivé est marqué comme deperal ACL, c'est-à-dire nominal clause. Par contre, l'équivalent tchèque, qui est également un participe, à cause de la tradition, des différences de la tradition linguistique, est marqué non as clausal deperal, mais comme nominal deperal, c'est-à-dire eimot, c'est nominal modifier. C'est-à-dire que nécessairement, donc ça crée donc davantage de complexité syntaxique en français parce qu'il y a donc clausal deperal, c'est-à-dire il y a davantage de subordination ratio. Ça, ce serait inclus donc dans NP complexity, c'est-à-dire parce que ça fait donc partie de nominal dependence. Donc c'est quelque chose qu'il faut également prendre en considération lorsqu'on fait ces recherches donc sur UD, c'est-à-dire qu'on peut vraiment être confronté à ces différences également. Et là, oui, question? Est-ce que l'analyse est correcte en tchèque? Tu veux dire c'est une différence d'annotation parce que c'est mal noté ou parce que... Non, c'est en fait souvent, et on va le voir encore pour d'autres langues, c'est correct. Parce que c'est basé sur Training Treebanks. Et donc, il y a également, même si c'est censé être universel, il y a des répercussions sur la tradition linguistique de chaque langue. Et c'est-à-dire que traditionnellement, donc, en tchèque, donc, ces formes sont considérées comme nominal modifier, et traditionnellement en français, c'est considéré comme ACL. Donc c'est quelque chose également à peut-être, donc il faudrait réfléchir sur ça pour justement harmoniser. Vous avez raison. Oui. Oui. Si c'est juste des formes dérivées, ça pourrait être un modifier, mais c'est parce qu'il y a le complément derrière que j'imagine. Oui, c'est également ça. Oui. D'accord, donc c'était pour le niveau de la phrase, oui, c'est ça, qu'on peut également qu'on peut analyser donc, grâce à ces données, donc ces informations sur la complexité syntaxique. Et maintenant, on passe à l'application au niveau de texte. Si nous avons, donc ici, donc ce que je vous ai présenté déjà, c'est-à-dire c'était les mesures de la complexité syntaxique au niveau de phrases. Vous vous souvenez, les attributs, donc les informations sur la complexité syntaxique sont implémentées en tant qu'attributs au niveau de phrases ou bien au niveau de texte. Et les attributs au niveau de texte, ou bien les noms, les étiquettes des mesures de la complexité syntaxique au niveau de texte sont un peu différents donc, de ceux au niveau de phrases. Parce que par exemple pour sentence length, donc on n'a pas sentence length, mais on a average sentence length pour le texte. D'accord, c'est clair. La même chose pour subordination ratio. Donc pour le texte, vous obtenez donc ça, average subordination ratio, etc. Naturellement pour MDD, ça reste le même parce que c'est déjà mean, donc ça reste le même. Mais pour les autres, vous avez donc average. Donc, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Ça, c'est encore une fois juste une ébauche d'analyse et vous pouvez le faire vous-même, par exemple pour une langue qui vous intéresse. Par exemple, donc vous pouvez taper juste texte donc dans l'interface du corpus et ici donc j'ai obtenu la liste des textes en tchèque, fiction et non-fiction, traduits et non traduits, d'accord, c'est-à-dire les originaux et également les traductions. Et c'est classé en fonction de MDD, c'est-à-dire Mean Dependency Distance. Et ce qui s'avère, c'est-à-dire que le MDD, donc les valeurs de MDD les plus élevées sont souvent dans des textes avec des styles d'auteur très spécifiques. C'est par exemple en tchèque Bohumil Hrabal qui a des phrases très longues, imitant l'oral. Et il y a d'autres textes également donc, qui approchent cela. Mais il faut également, encore une fois, comme j'ai déjà dit, c'est juste une ébauche, donc il faut regarder. Mais il y a souvent donc aussi corrélation avec subordination ratio, donc élevé, mais pas toujours. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire de regarder quelles sont les corrélations entre les différentes mesures de la complexité syntaxique. Ici, donc le second exemple pour niveau texte, c'est quand même pour vous donner une application potentielle donc, de lexical diversity measures. Ici, c'est donc lexical diversity au niveau de l'EM, encore une fois le tchèque,
d'accord, fiction, non-fiction. Et ce qui s'avère, c'est-à-dire que, mais ici, ce sont les valeurs minimales, d'accord, c'est-à-dire que les textes qui affichent donc, la lexical diversity, donc la diversité lexicale minimale. Et vous pouvez déjà réfléchir quel texte pourrait afficher donc, la diversité lexicale minimale. D'une part, ce sont par exemple des pièces de théâtre, donc quelque chose qui est proche de l'oral. Ensuite, des textes de philosophie, donc des textes donc scientifiques, et également naturellement des textes pour des enfants. Donc il y a beaucoup de textes pour des enfants, donc la littérature de jeunesse, donc qui affiche donc des lexical diversity minimale, mais en même temps subordination ratio, sentence length, etc. également donc très peu élevé. Et là, ce serait intéressant donc, de regarder quelle est la différence entre la littérature pour les adultes et la littérature pour les jeunes dans plusieurs langues. D'accord, donc c'était le deuxième niveau, donc le niveau de texte et le niveau de genre textuel. Ce que j'ai fait, mais c'était encore une fois une ébauche d'analyse, c'est que j'ai calculé le subordination ratio pour des textes de fiction et non-fiction en anglais, en français et en tchèque. D'abord pour non-fiction, donc ce que vous voyez ici, donc c'est tchèque, anglais, français, donc des textes de non-fiction. C'est-à-dire des textes scientifiques. Et vous voyez ici donc le résultat pour subordination ratio. Et vous voyez que le subordination ratio est le plus élevé en français, le moins élevé en tchèque, avec l'anglais au milieu. Ces différences sont, donc le effect size donc, nous dit que ces différences sont donc, valides pour les comparaisons entre le tchèque et l'anglais et entre le tchèque et le français, mais les différences entre le français et l'anglais dans ce sous-corpus de non-fiction donc, ne sont pas vraiment pertinentes. Ce que j'ai également analysé, c'était donc subordination ratio dans des textes de fiction et de non-fiction. Et vous pouvez ici observer deux choses. La première, c'est que donc, systématiquement pour les trois langues, donc la subordination ratio est moins élevée, donc ce n'est pas surprenant dans fiction que dans non-fiction, mais on garde également l'échelle donc, pour les trois langues, c'est-à-dire que même dans non-fiction, donc le subordination ratio est le plus élevé en français, le moins élevé en tchèque et avec l'anglais au milieu. Encore une fois, on peut jouer avec d'autres langues, analyser des textes spécifiques, etc. C'est juste quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire il y a donc une application possible donc, dans Register Variation. Et le quatrième niveau, et là c'est vraiment un tout début de l'analyse, c'est donc le niveau de langue, donc vraiment des différentes langues, c'est-à-dire la perspective typologique. Ce qu'on a fait donc pour le début, nous avons choisi seulement 6 textes de fiction. Donc vous vous souvenez que pour le moment, c'est seulement fiction qui est disponible pour le grand nombre de textes, de langues, dans 12 langues différentes. Et on a les mêmes textes, c'est-à-dire on a vraiment la comparabilité extrême donc de ce sous-corpus. Au total, c'est à peu près 1 demi-million de tokens. Et on a choisi 4 langues slaves, donc le tchèque, le russe, le croate et le polonais, 3 langues germaniques, donc l'allemand, l'anglais, le norvégien, 3 langues romanes, l'espagnol, l'italien, le français, et donc 2 langues différentes, donc le finnois et le japonais. Et nous avons, donc pour le moment, nous avons fait juste 2 petites analyses, donc 2 petits sondages. La première porte sur sentence length. En fait, ce que ce scatterplot vous montre, c'est donc average sentence length pour les 6 textes, d'accord, inclus dans ces sous-corpus de langues. Et ce que vous voyez, c'est que systématiquement, donc les 3 langues romanes, d'accord, affichent sentence length donc plus grande que les 4 langues slaves, donc le tchèque, le croate, le polonais et le russe, et d'autant plus encore pour le finnois. Mais quelle en est la raison ? Naturellement, les différences structurelles, c'est-à-dire donc c'est plutôt synthétique, c'est-à-dire nombre de mots donc plus limité et donc langue plutôt analytique.
Ce qui reste un peu à part, donc c'est quelque chose que nous avons déjà vu, donc analytique syntaxique, c'est le japonais. En fait, vous voyez que le japonais donc, affiche la longueur de la phrase donc, la plus élevée de toutes les langues analysées, mais c'est lié au fait que donc, à la méthode de la tokenisation en morphème. C'est Sacha qui peut vous en dire davantage. Ce qui est également intéressant, c'est la dernière remarque à propos de ce scatterplot, et ça devient intéressant. C'est pour ça qu'on a restreint en fait, ce petit corpus seulement aux 6 textes pour avoir vraiment contrôle extrême, donc le contrôle extrême donc, sur ce qui se passe donc, dans ce texte. C'est-à-dire si vous voyez ce petit point qui est toujours là-haut, d'accord, donc c'est vraiment la sentence length la plus élevée, sauf pour l'allemand, c'est toujours le même texte. C'est Kundera, la plaisanterie. C'est-à-dire que ce qu'il faut prendre en considération aussi, surtout si on travaille sur fiction, c'est donc l'influence du style de l'original sur les textes traduits. Donc on ne peut pas juste donc le jeter comme ça donc, et ensuite compter avec le numéro, mais il faut vraiment toujours regarder là-dedans quels sont les textes là-dedans et quelles sont les extrémités. Donc ça c'est pour le japonais. Et la dernière tentative d'application, donc ça c'est Principal Component Analysis, bien tentative de Principal Component Analysis, encore une fois sur cet échantillon de 6 textes dans 12 langues, donc de fiction. Et en fait, ce que ça nous montre, premièrement, c'est-à-dire que, je sais que ce n'est pas trop visible ici, mais donc les 4 mesures de la complexité syntaxique, donc subordination ratio, maximum t-depth, maximum np-depth et maximum np-length, vont un peu donc, dans la même direction, donc c'est un eigenvecteur, contrairement à sentence length et à MDD, c'est-à-dire mean dependency distance. Donc c'est ça ce qu'il faut également regarder ensuite, c'est-à-dire donc quelles sont les corrélations entre les différentes mesures de la complexité syntaxique et également regarder cela aussi pour les différents types textuels parce que ça c'est pour fiction et pour non-fiction ça peut être complètement différent parce que naturellement NP length, NP depth peut être donc ailleurs que pour fiction. Il y a également 2 langues qui montrent des spécificités. Donc, premièrement, donc, c'est le japonais, ça c'est en gris. Encore une fois, c'est-à-dire c'est donné donc, par ce type de tokenisation qui montre vraiment des longueurs des 4 mesures vraiment les plus élevées. Et de l'autre côté, ici, donc, en jaune, c'est l'allemand. Et là, c'est clair donc, pour des raisons structurelles donc, de l'allemand. Il existe néanmoins donc, beaucoup de questions ouvertes laissées par cette petite ébauche d'analyse. Premièrement, il faudra donc, élargir le corpus de fiction à d'autres textes, c'est-à-dire 6 textes, c'est trop petit. Donc qu'est-ce qu'on va observer donc, pour un corpus beaucoup plus large ? Ensuite, il faudra comparer avec d'autres genres textuels, donc non-fiction. Et ça, ce que j'aimerais bien, c'est comparer avec la Bible. C'est-à-dire, est-ce que la Bible, par les propriétés de la complexité syntaxique, s'approche de la fiction ou pas? D'accord, là, ce serait intéressant à voir. Subtitles, là, c'est intéressant. Et Natalia Levchina a fait également des analyses typologiques sur subtitles. Et ça, c'est intéressant. Mais je crois que c'est toujours bien donc, de ne pas avoir juste subtitles, mais de le comparer avec d'autres types textuels dans le cadre de la même interface et avec les mêmes mesures donc, implémentées dans le corpus. Et naturellement, ce qui sera intéressant, c'est donc d'avoir un échantillon de langues beaucoup plus large, donc de regarder ce que ça donne, donc comment les langues sont réparties en fonction des différentes mesures de la complexité syntaxique, y compris donc, des langues donc non indo-européennes, donc pour sortir un peu de ce cadre-là. Ce qui nous amène déjà donc, en conclusion, donc je vous ai dit promesse et écueil. Nous avons montré qu'il y a donc ces 3 ingrédients donc, sur lesquels nous avons travaillé, donc Universal Dependencies Annotation, Syntactic Complexity Measures et un large corpus multilingue. Et donc si on les met ensemble, ça nous permet vraiment d'élargir, je crois, des possibilités de recherche. D'une part, naturellement, en linguistique contrastive et en traductologie basée sur corpus, donc c'est ce qui m'intéressait le plus donc, dès le début, mais également pour des recherches typologiques, donc on a vraiment un large corpus, l'analyse de genre textuel, c'est-à-dire register variation,
Mais il y a, je crois, également d'importantes applications pédagogiques, parce qu'on peut, par exemple, donc des profs peuvent choisir des phrases simples, courtes, et donc en faire des exercices. Je crois que cette analyse donc, sur fiction, par exemple, pourrait être intéressante aussi pour des analyses littéraires, ou bien textométriques, stylométriques, etc., l'analyse du style littéraire. Et également, et ça ce serait intéressant, il y a déjà des études qui ont été déjà faites, donc l'analyse des spécificités des textes, donc des spécificités syntaxiques, par exemple, en fonction du public cible, c'est-à-dire la littérature de jeunesse, par exemple. Et naturellement, donc, ce qui sera intéressant, c'est donc de regarder donc davantage les propriétés des langues non indo-européennes, de la diversité des langues, et surtout des low-resourced languages qui sont également incluses dans le corpus intercorp. Néanmoins, il reste un grand nombre d'écueils, des questions ouvertes et des tâches à terminer. La première étape sera donc la finalisation de la version 16 UDI, donc tous les genres textuels. C'est-à-dire que pas seulement limité à fiction, mais également donc, à tous les genres textuels. Ce sera donc Europarl, acquis communautaire, texte journalistique, subtitles et la Bible. Et donc la documentation sera également donc disponible en ligne, donc non seulement en tchèque, mais également en anglais. En français, j'en doute, mais donc en anglais, je crois que ça suffit. Il faut également réfléchir sur la comparabilité des sous-corpus. Naturellement, on ne peut pas assurer la comparabilité, mais on peut quand même favoriser la comparabilité et travailler également sur le renforcement du noyau commun entre les différentes langues et également vérifier la fiabilité de la notation pour les différentes langues. Naturellement, ça dépend également de la taille des différents treebanks, c'est-à-dire donc plus grand le treebank, donc plus grand en général la fiabilité. Et pour terminer, ça ce serait intéressant également, donc, comme je l'ai déjà mentionné, donc, de regarder les corrélations entre les différentes mesures de la complexité syntaxique dans les différentes langues. Donc je crois que, je suis persuadée, j'espère que cet outil, donc le corpus parallèle multilingue qui est doté de la notation syntaxique, donc en Universal Dependencies, et en même temps de mesures de la complexité syntaxique, je crois qu'il ouvre vraiment un nouvel espace de recherche et je vous remercie de votre attention. Merci.